On va retrouver Michel Gardel, qui est vice-président de Toyota Europe, qui va venir nous rejoindre. James Rebourg, qui est directeur général de Sega France et Allemagne et président du SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Cécilia Durieux, qui est directrice associée de eWorky et de Greenworking. Eric Carrel, qui est président fondateur de WeThings, Sculpteo et Invoxia. Et enfin Didier Joubert, qui est senior vice-président d'Orange Business Service. Bonjour messieurs, dames. On a parlé de futur depuis tout à l'heure. On a demandé à l'assistante s'ils étaient prêts à ce futur. Moi, je voudrais savoir concrètement, est-ce qu'il y a des choses qu'on a vues dans les vidéos tout à l'heure, dont on a entendu parler, qui existent aujourd'hui? Alors, je vais demander à Eric Carrel, qui nous a emmené des petits jouets, je crois. On parlait d'Internet connecté, d'appareils connectés. Vous en avez emmené en plateau? Oui, j'aurais dû amener en fait un pèse-personne. Donc un objet qui existe et qui est un objet connecté qui est arrivé il y a à peu près 3 ans avec WeThings, et donc il se pèse-personne connecté. Donc nous, notre idée sur les objets connectés, c'est qu'ils doivent arriver sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire qu'on va reprendre un geste qui est déjà commun, qui est de se peser. On a tous un pèse-personne chez soi. Et avec ce pèse-personne, on va non plus avoir uniquement son poids, mais la courbe de son poids et cette capacité de partager ces informations de bien-être avec qui on veut. Mais dites-moi, c'est terrible ça. Ça veut dire que le pèse-personne va dire à tout le monde combien on pèse? C'est ça que vous êtes en train de dire? Il va dire à ceux à qui vous voulez le dire. Personne. Non, mais c'est vrai que le poids est une donnée intime, mais on a des exemples très, très émouvants de personnes qui cherchaient par exemple à suivre un régime aux États-Unis, qui ont demandé à leur balance de tweeter leur poids régulièrement vers un groupe très restreint d'amis, et ces amis l'encourageaient à suivre correctement son régime. Alors là, un autre exemple, j'ai dans la main un tensiomètre. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, on leur demande de prendre leur tension à la maison et pas devant le médecin, parce qu'il y a un effet psychologique devant le médecin, et ces personnes doivent envoyer leurs données à leur médecin. Alors là, on a envie de le faire parce que ça peut sauver des vies. Hein. Exactement, et l'intérêt de le faire avec un objet connecté, c'est que ça se fait automatiquement, sans possibilité de transcrire la mesure. Vous savez, vous avez fait un bon gueuleton la veille, vous dites cette mesure n'est pas très bonne, je vais la supprimer. Eh bien, c'est là que vous prenez un risque cardiovasculaire. Et donc, ces objets participent aussi à notre bien-être demain. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, bon, on imagine bien, on a le pèse-personne. J'ai vu que vous avez aussi le baby monitor, c'est-à-dire la caméra la caméra qui justifie. Surveiller l'assistance si tout le monde est bien. Ça, c'est pour surveiller la nounou, en fait. Hein. On dit qu'on surveille le bébé, mais en fait, on surveille la nounou, c'est ça. Donc, on a le baby monitor que l'on peut consulter depuis Internet, qui est capable d'envoyer seul des informations. On a le pèse-personne qui est capable d'envoyer seul des informations. On a aussi le tensiomètre qui est capable d'envoyer seul des informations. Oui. La question qu'on se pose, avec tout ce dont on a parlé d'open data et autres, c'est qui peut récupérer ces informations-là, éventuellement. Alors, on entend le médecin. Est-ce que Weight Watchers, je cite, qui va pouvoir utiliser le pèse-personne et vous envoyer des nouveaux plats qui sont adaptés? Quelles sont les applications que l'on peut imaginer autour de ces objets? Oui, alors je crois que c'est la question très importante autour des objets connectés. Quelle révolution apporte l'objet connecté? C'est cette capacité de partager le service qu'apporte l'objet. Autrefois, un objet vous apportait une mesure ou vous apportait un service, mais n'était pas partageable, ce service. Aujourd'hui, vous pouvez le partager avec qui vous voulez, et donc avec votre coach, par exemple. On a aujourd'hui 60 partenaires qui s'interconnectent avec nos bases de données. Donc à partir du moment où le client donne l'autorisation d'accéder à ces données personnelles, ces données vont pouvoir être portées jusqu'à ce partenaire qui va apporter un service complémentaire au nôtre. Et ça, c'est très important, et je pense que c'est le cœur de l'objet connecté. Le cœur de l'objet connecté, c'est d'apporter une personnalisation de service sur un objet qui autrefois était simplement un bien matériel livré, qui aujourd'hui va être accompagné d'un service qui va durer pendant toute sa vie, et ce service va se personnaliser en fonction de ce que vous souhaitez. C'est quelque chose qu'on a vu arriver avec les smartphones, avec l'iPhone au départ. Si je compare votre iPhone au mien, on ne les échangera pas parce qu'à l'intérieur, nous avons tout un tas d'applications qui sont différentes. Vous avez vos applications que vous aimez, j'ai mes applications que j'aime. Et donc cette personnalisation qui vient en cours de vie de l'objet est propre à l'objet connecté, et c'est ce qu'on retrouve avec nos objets, et je pense que c'est ce qui va arriver dans toutes les entreprises. Donc, parce qu'évidemment, les gens s'inquiètent. Hein. On a vu un message passer sur tweet ton poids et mets-le sur Facebook, et comme ça je t'embaucherai. On a peur des dérives sur la vie privée. Je pense qu'on va revenir aussi sur toutes ces questions-là, parce qu'une fois que tous les objets seront connectés, qu'ils brasseront un ensemble de données qui sont parfois extrêmement personnelles, dans quelle mesure on peut contrôler ça pour éviter des abus, évidemment.
moi, je voudrais rester sur la partie opportunité métier, opportunité de développement, opportunité business. On vient de parler de ces objets-là, mais il y a un autre objet aussi qui se connecte en permanence, qui devient une plateforme, ce sont les consoles de jeux. Alors, nous avons... vous êtes... James, vous êtes directeur général de Sega France et Allemagne. Vous avez constaté que les consoles de jeux ne servaient plus uniquement à jouer, et maintenant elles peuvent servir de podomètre, de media center et autres, deviennent des nouvelles plateformes. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a parlé longtemps durant l'ensemble des plénières, c'est qu'effectivement, on rentre dans une notion d'usage. Et j'ai envie de dire que le jeu vidéo était initialement donc, une activité qui était très orientée sur des classes d'âge 8-12 ans, avec un côté presque négatif de la part des parents. Et depuis maintenant une dizaine d'années, à travers l'effort fait par les consoliers, le jeu est devenu une activité ludique faite par l'ensemble entre guillemets de la famille, aussi bien l'enfant, le parent que le grand-parent. À tel point qu'aujourd'hui, donc la configuration, c'est que la moyenne d'âge du jeu correspond à 33 ans. Et ça, effectivement, c'est un point aujourd'hui vraiment crucial pour faire comprendre que le jeu a permis de pouvoir faire entrer un certain nombre d'usages qui étaient au départ des vrais freins, de faire entrer souvent la technique au sein des foyers. Et ce qu'on peut estimer, c'est qu'aujourd'hui, la console est devenue un vrai media center où, à défaut de jouer, qui est justement le premier loisir, la console sert un peu de cheval de Troie donc dans l'univers familial. Donc on a aujourd'hui des consoles qui ont une vraie capacité à fournir un certain nombre de services, à rester dans le domaine de l'entertainment. Donnez-nous des exemples précis de ce qui se fait aujourd'hui en matière d'autre chose que le jeu pour l'ado boutonneux qui tue des zombies. Il y a plein de choses. Il y a une notion de fitness qui est relativement importante. Dans les jeux fédérateurs, on retrouve donc l'univers des jeux de danse, par exemple, où là, on a réussi à fédérer des populations qui soient aussi bien masculines que féminines. Et tout ça, effectivement, a contribué à pouvoir donc, correspondre à tous les souhaits que voulaient avoir en termes de loisirs les différents types de populations. Donc c'est à travers cela aujourd'hui la console devient véritablement un vrai media center. Il y a une vraie également notion d'ubiquité, c'est qu'aujourd'hui les consoles ont cette capacité donc, à être non seulement au sein du domicile, mais également à être en mode nomade. Et il y a un très bon exemple, effectivement, où on retrouve un retour d'un univers virtuel à un univers, ce qu'on appelle réel. Je vais prendre l'exemple d'une console qui est la 3DS de chez Nintendo. Souvent, on peut estimer que dans l'univers du jeu, il y a des univers virtuels, on va jouer entre Français avec des Américains ou des Japonais. Et ce qu'on retrouve maintenant, c'est qu'il y a une fonction qu'on appelle le Street Pass. Et l'idée, c'est de circuler, par exemple, dans un quartier, et là, au moment où quelqu'un est proche de vous, vous allez pouvoir le rencontrer et parler avec lui. Donc il y a une vraie capacité à renouer avec le réel, tout en étant parfois dans des univers virtuels. Donc c'est ça, en fait, c'est cette notion de communauté, de nouvelles communautés qui se créent, notamment, bon, pas forcément autour de jeux, mais aux possesseurs d'une console ou aux amateurs d'une certaine activité, par exemple. Oui, l'intérêt de l'univers du jeu, c'est qu'on est, comparativement à Facebook, qui est un univers très orienté social, où à la rigueur on aime les gens pour ce qu'ils sont avec des activités diverses. Le jeu est un élément fédérateur autour de points d'intérêt. Donc on aura des jeux de voitures, des jeux de danse. Et à travers cela, les communautés sont relativement mieux définies. Alors, la console de jeu peut servir à beaucoup de choses. On a vu le message passer, la 3DS qui sert d'audio guide aujourd'hui dans le musée du Louvre. On a aussi les consoles de jeu qui deviennent des media centers, c'est-à-dire qu'on peut regarder la télévision, partager des moments de télévision avec une autre personne autour de la console. Et tout ça, l'idée, on en revient un peu au PES-Person tout à l'heure, hein, pour se faire embaucher, c'est que ça sort d'un univers qui est de contrôle de son poids personnel, ou bien de défouloir pour une console de jeu, à des plateformes qui pourraient être éventuellement utilisées par d'autres personnes. Et là, je me tourne vers Toyota. Toyota, vous avez montré tout à l'heure, même rapidement sur la Toyota IQ, un objet qui s'appelle MirrorLink. MirrorLink, on rappelle ce que c'est. Vous rappelez ce que c'est MirrorLink? Ça permettait de faire l'interface avec le smartphone carrément et d'avoir l'ensemble des spécificités et fonctionnalités du smartphone sur la console. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus la console multimédia de la voiture, on est simplement un écran, et tout ce qui est affiché vient de mon smartphone, c'est un écran tactile, et donc j'ai mon écran tactile de mon smartphone qui est reproduit directement dans le tableau de bord. C'est exact. Donc là, on ira même sur la reconnaissance vocale, après on ira même plus sur une fonction de touch. C'est une grosse tendance dans l'automobile en ce moment. C'est nécessaire pour des raisons de sécurité d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est un des points fondamentaux. Alors justement, l'idée, c'est que demain, peut-être que la voiture va devenir une plateforme sur laquelle, ou un nouveau terminal. On avait le premier terminal qui était l'ordinateur, le second terminal qui est peut-être le mobile. On a parlé de la console de jeu qui devient un terminal de transaction.
transaction et peut-être que la voiture devient aussi un terminal de transaction. Est-ce qu'on va pouvoir développer des applications pour la voiture de Toyota, je vais y arriver. Non, vous avez raison, ça sera vraiment un nouvel outil de communication qui enverra, qui recevra, qui stockera de l'information. Donc c'est très important. Et juste un petit aparté pour vous faire sourire, on avait développé aussi dans le domaine médical un véhicule qui s'appelait RIN, c'est un prototype, parce que ce prototype, finalement, il s'articulait autour de 3 promesses. Premièrement, vous aviez une prise de votre tension artérielle en prenant le volant, donc on savait si vous étiez stressé ou pas. Si vous étiez stressé, mais on vous poussait un peu d'oxygène dans l'habitacle automatiquement, on diffusait des images apaisantes, style image orange, vous voyez, quelque chose d'assez agréable sur le pare-brise, et vous avez en même temps un massage shiatsu. Donc, vous voyez, on vous prenait en main. Si bien que vous rentriez un peu stressé dans la voiture, vous en sortiez, vous étiez beaucoup plus apaisé. Alors ça, c'était très, très intéressant. Donc là, on fait travailler plusieurs personnes ensemble. Jusqu'ici, on avait une intégration verticale en automobile, ça veut dire que le constructeur faisait tout de A à Z, et là, vous êtes en train de dire qu'on commence à faire de l'innovation ouverte, c'est-à-dire qu'on travaille peut-être avec WeThings pour avoir le tensiomètre qui serait intégré. On travaille peut-être avec, et là je me tourne vers vous, vers Orange. C'était une couleur apaisante. Absolument. Et cette idée de pouvoir rendre intelligent, rendre communicant des objets qui jusqu'ici étaient inertes, comme un pèse-personne, comme... alors justement, qu'est-ce que ça change, cette nouvelle vision du monde où les objets inertes deviennent communicants et ces applications qu'on développe autour? Je crois d'abord que je vais donner des exemples qui sont plutôt du domaine de l'entreprise. Donc là, on a vu des exemples plutôt orientés grand public. Ce qui est intéressant, c'est que les objets communicants peuvent être aussi à la disposition de la stratégie de l'entreprise pour améliorer les objets traditionnels qu'elle vendait. Exemple. Dans le domaine de la santé, donc là, on est dans des choses qui sont assez proches. Un équipementier médical connu, franco-italien, qui s'appelle Sorin, a développé des implants cardiaques. Cet implant cardiaque, ça existe depuis longtemps en formule classique. Cet implant cardiaque, maintenant, il est connecté à une box chez le patient. Cette box envoie ensuite l'information concernant le rythme cardiaque, et ensuite ce rythme cardiaque est disponible pour le patient et pour son praticien. Intérêt de l'opération, suivi en temps réel, en permanence, et donc disponible pour des analyses historiques complètes. Donc un produit qui était historiquement un produit purement mécanique a un produit qui est maintenant complet, qui est un service complet de suivi des rythmes cardiaques. D'autres exemples dans le domaine de la grande distribution, on a un travail intéressant avec Auchan. Auchan voulait améliorer sa supply chain, en particulier dans le domaine des fruits et légumes. Donc, sujet vraiment très vieux, finalement. Cagette en bois, historiquement. Transformation en une cagette plastique, équipée d'une puce RFID. Ces cagettes tournent, ce qu'on appelle en circuit fermé, c'est-à-dire que la cagette se charge de fruits et légumes, part en magasin, se vide, revient dans le circuit, lavé, nettoyé. Intérêt, on sait où se trouve l'ensemble des fruits et légumes. On peut optimiser le processus de la cagette. C'est beaucoup plus propre et durable que d'utiliser des cagettes en bois. On ne jette pas les cagettes en bois. Objectif, 1,8 million de cagettes se promèneront dans la supply chain d'Auchan. Un autre exemple qu'on aime bien chez Orange, chez Nespresso, pour les clients entreprises de Nespresso. On vous interpellait tout à l'heure en disant que Orange a connecté des capsules de café, donc c'est vraiment vrai. Tout à fait. Ce n'est pas la capsule elle-même, c'est en fait la machine à café pour les entreprises, afin que finalement cette machine elle soit toujours correctement alimentée, elle ait une maintenance optimisée, et que Nestlé et Nespresso soient capables finalement d'optimiser le parc de ces machines chez ces clients entreprises. Donc là, on comprend bien en entreprise, pouvoir suivre ses véhicules, pouvoir suivre un objet dans sa chaîne de distribution, pouvoir optimiser ensuite, on comprend très bien quel peut être le bénéfice pour l'entreprise. Mais après, quand on parlait d'innovation ouverte tout à l'heure chez Toyota, vous avez expliqué que vous travaillez avec pas mal de partenaires, vous travaillez avec Salesforce, avec Microsoft et d'autres jusqu'ici, alors que jusqu'ici vous étiez intégré. Moi, je voudrais voir un peu comment insister là-dessus, comment cette innovation ouverte ouvre des perspectives quand on n'a pas toute la connaissance, toute l'expertise chez soi. C'est très important d'aller vers, en effet, l'autre dans ces cas-là et d'aller vers des alliances. On le verra de plus en plus dans l'automobile, d'ailleurs, et même avec des concurrents. Il s'avère que sur des applications multimédia, certains concurrents s'associent également. On est dans une sorte d'univers de fertilisation croisée. C'est-à-dire qu'on va aller chercher bien au-delà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, au-delà de l'automobile, on va aller dans le médical, le biomédical, dans l'intelligence artificielle. On va aller dans des domaines qu'on n'a pas complètement explorés jusqu'à présent. Et ça requiert évidemment des capitaux énormes. Tout à l'heure, je faisais état de ces ressources immenses, gigantesques qui vont être mises en commun. Je crois que c'est un éclairage très important. Et un constructeur ne peut donc pas tout faire tout seul.
Alors qu'une marque comme Toyota ou un constructeur comme Toyota, pendant des années, a voulu travailler seul, on s'aperçoit qu'avec ces nouvelles perspectives, on doit rechercher systématiquement des alliances pour aller plus vite dans les innovations et puis arriver à partager justement avec d'autres énergéticiens ou personnes en charge de télématique informatique ce type de coûts qui sont très lourds à supporter. Alors, en voiture, on constate tous le décalage. Moi, j'ai reçu un communiqué d'un constructeur automobile, je le tairai le nom, qui me dit qu'ils ont arrêté de mettre des autoradios cassettes dans leur voiture. On est en 2012, bravo, on n'a même plus de CD, on est passé au MP3, eux, ils arrêtent la cassette. Il y a toujours un décalage entre ce que l'on voit dans sa voiture et ce que l'on consomme dans sa vie de tous les jours. Est-ce que justement cette innovation verte, ça doit être l'occasion de pouvoir avoir des équipements multimédia dans la voiture qui sont au niveau de ceux qu'on a dans la poche? Parce que c'est un peu ça le problème qu'on a aujourd'hui. Systématiquement maintenant on le propose, mais on propose encore pour une clientèle plus âgée, parce que l'âge moyen de l'acheteur de véhicules neufs, pas de véhicules d'occasion, de véhicules neufs, c'est 57 ans. Donc ça recule d'année en année, si vous voulez. Donc on a des personnes qui ne sont pas encore très à même d'être des geeks ou qui sont passionnés par les nouvelles technologies. Donc il y a encore des systèmes qui coexistent, mais c'est clair que maintenant on ne peut pas lancer une voiture sans avoir ce type de dispositif. Alors Eric Cardel, justement, vous plaidez pour quoi? Pour pouvoir interfacer vos objets communicants avec une console de jeu. On a vu tout à l'heure le Best Person qui vous oblige à jouer à Dance Revolution et qui va envoyer après les résultats dans votre voiture pour vous dire non, prenez pas la voiture parce que vous n'avez pas perdu assez de poids, donc allez-y à pied. Et après, quand on arrive dans l'entreprise, on vous sucre le café parce que vous avez un peu trop de cholestérol et donc on ne vous met pas de sucre. Est-ce qu'on peut imaginer comme ça un monde demain où les objets connectés qu'on puisse avoir une application qui traverse tous les objets connectés? Là, je blaguais avec le Best Person, la console de jeu, la voiture, et après, mais est-ce que c'est possible? D'abord, je pense que c'est un concept qui est tout à fait dans les esprits avec une idée qui est la ville intelligente. Donc là, je ne suis pas au niveau de la personne, je suis au niveau de la ville. La capacité à gérer un grand nombre d'objets communicants, donc que ce soit des véhicules, que ce soit des compteurs de gaz, d'électricité, tout ça ramené à la gestion de la ville commence à faire apparaître ce genre d'application. C'est-à-dire que non seulement vous avez l'application verticale, qui est l'application de gestion des flottes, des compteurs et d'autres éléments de la vie des gens, mais vous êtes capable également de les combiner. Donc il y a une réalité à la possibilité d'avoir cet ensemble d'informations qui permettent de prendre des décisions ou de faire des choses plus intelligentes qu'on les aurait fait précédemment. Est-ce que c'est ouvert, justement? Est-ce oui, qu'on peut, moi j'ai envie de développer cette fameuse application. Vous parliez de personnalisation tout à l'heure, c'était très important la personnalisation. Est-ce que moi je peux développer, je tiens un centre de remise en forme et donc j'ai envie d'avoir cette chaîne intégrée où je pourrais partir de votre personne et jusqu'à finir au sucrage du café dans l'entreprise? Tout à fait, je crois que c'est bien la révolution qu'apporte l'objet connecté. Je voudrais rajouter un petit point d'abord, c'est que l'objet connecté doit apporter de la simplicité, c'est-à-dire que ne poussons pas cette idée que le monde va être de plus en plus interconnecté, compliqué, difficile à percevoir. Non, l'objet connecté apporte d'abord de la simplicité de son utilisation. Et ensuite, il apporte un enrichissement. Et cet enrichissement, il va effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, être apporté par un certain nombre de partenaires. Et donc, effectivement, vous pouvez décider de créer une application demain matin qui va venir s'interconnecter avec nos serveurs. Et à partir du moment où l'un de vos clients vous donnera l'autorisation de venir attaquer... Donc chez vous, c'est ouvert, par exemple? Chez nous, c'est ouvert, bien sûr avec la sécurité nécessaire pour avoir accès aux données d'un client potentiel. Mais les API, donc les interfaces logicielles qui permettent de s'interconnecter, sont sur notre site web. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 60 prestataires qui s'interconnectent avec nos données pour les utiliser de différentes façons. Et par exemple, dans des exemples où ils vont rassembler des données qui viennent de nous, mais également d'autres. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est un mouvement qui est très très fort aux États-Unis, beaucoup plus qu'ici. Pourquoi? Parce que dans ce domaine de la santé, par exemple, l'idée que la santé, je vais la reprendre en main, je vais la prendre en main et je ne vais pas uniquement la confier à mon médecin est beaucoup plus forte qu'ici. Ici, l'idée, d'abord, je suis malade, je vais voir mon médecin. Le souci est que je vais voir mon médecin quand je suis malade et donc c'est déjà trop tard. De l'autre côté de l'Atlantique, cette idée que mon médecin, d'abord, il me coûte cher et ensuite, c'est avant d'aller le voir qu'il faut que je me prenne en charge est beaucoup plus forte. Et donc, cette idée de je m'automesure pour créer une meilleure santé est très très forte. Et derrière ça, je crois qu'il faudrait aussi aborder le sujet des bases de données que l'on constitue. Alors,
effectivement, il y a peut-être eu quelques tweets sur oui, j'ai peur que mon poids soit sur Internet. Rappelez-vous, il y a 10 ans, quand on a commencé à payer sur Internet, un certain nombre de gens souriaient en disant oui, moi je n'achèterai jamais sur Internet. On achète tous aujourd'hui sur Internet. Je crois que la peur n'est pas un moyen de discernement. Toute nouvelle technologie amène des risques, et ces risques doivent être gérés, et on apprend à les gérer dans le temps. Mais c'est normal de se méfier quand même. Hein. C'est normal de se méfier. Par contre, je crois puisqu'ici on est quand même dans une salle où il y a beaucoup de décideurs, je crois qu'il faut se méfier, mais il faut aussi décider d'y aller. C'est-à-dire que le risque serait de dire c'est dangereux, je n'y vais pas. Non, c'est dangereux, je vais y aller en prenant les précautions nécessaires. Moi, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord qu'on apporte un service, un réel service à l'utilisateur. On a eu un message qui est passé tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui disait pourquoi multiplier les écrans dans la voiture au lieu d'envoyer simplement des informations de son smartphone ou sa tablette au conducteur. C'est vrai que ça coûte très cher de développer un système multiplié embarqué. J'ai entendu que Renault, je crois, a décidé de mettre une plateforme, donc on a une espèce de tablette vierge dans la voiture électrique, et l'idée c'est que tous les développeurs peuvent développer des applications comme ils les développent aujourd'hui pour téléphone portable ou sur tablette, peuvent les développer pour la voiture. Et alors justement, c'est ce genre de choses, quand l'application est utile, on veut bien. Tout à l'heure, on a entendu parler d'un système qui pourrait éventuellement contrôler la partie sécurité de la voiture, donc la vitesse ou bien les freins. Là, j'imagine que là, vous n'allez pas me contredire, ces genres de choses, on ne donne pas accès. On n'ouvre pas ce genre de choses à l'application. Absolument. Vous nous rassurez, rassurez-nous. Non, ça reste totalement... Quand on pourra développer pour les voitures Toyota, on ne pourra pas contrôler les freins. Non. Clairement. On ne sait jamais. Non. Sauf si c'est lié à un jeu vidéo, par exemple, un système de jeu vidéo qui serait intégré, c'est ça qui fait un peu peur. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une lecture, c'est que, quoi qu'on en dise, il y a beau y avoir une notion de mobilité, il y a quand même des moments relativement forts dans la vie. Et peut-être qu'on peut estimer qu'il y a des moments où on a mobilité, donc là on va récupérer à travers un smartphone, une tablette. À l'inverse, on va être dans sa maison, dans son foyer, et là on veut un grand écran, alors c'est possible familial, et ce sera entre guillemets un media center, qui peut être une console ou éventuellement une setup de chez Orange par exemple. Et on peut aussi estimer qu'il y a aussi un moment privé qui correspond à la voiture. Donc il y a quand même des notions qui sont relativement fortes, de partir du principe qu'il n'y a pas cette notion où il y a un seul écran qui sera systématiquement permanent et mobile sur lequel on va forcément tout mettre dessus. Mais pour des notions de confort en voiture, où on doit quand même être vigilant à la conduite, à la maison on veut un écran plus grand et peut-être plus familial, et effectivement en mobilité on veut un petit écran. Donc cette notion de multiscreen, elle doit être prise en compte. Alors après, effectivement, c'est toute la capacité d'ubiquité au niveau des couches applicatives pour faire en sorte que ce qu'on peut avoir chez soi sur un grand écran en voiture ou mobilité puisse être compilé et adressable auprès de l'ensemble des personnes. Alors, je voudrais entendre Cécilia Durieux, qui n'a pas encore parlé depuis tout à l'heure, et pour nous mettre un peu d'humain là-dedans, et nous expliquer comment cette multiplication d'objets, cette mobilité, extra-mobilité, change la façon dont l'entreprise s'organise. Alors je vais même être un peu plus large que ça, mais juste parler de l'influence du fait qu'on ait justement des tablettes, des smartphones, des ordinateurs portables, donc accès à de plus en plus de technologies, et quelle a été l'influence finalement dans l'entreprise, donc sur les modes de travail. Et donc je le séparais en deux parties principales, l'augmentation de la mobilité et paradoxalement la non-mobilité. Alors d'une part, l'augmentation de la mobilité, donc qui est due au fait qu'on ait de plus en plus accès à des ultra-portables et qu'on se déplace globalement de plus en plus du fait de l'organisation multisite des entreprises, de l'internationalisation des échanges, du travail en réseau, même avec des concurrents, comme nous le disait le vice-président de Toyota tout à l'heure. Donc de ce fait-là, il y a en effet une augmentation assez importante de la mobilité. Il en ressort l'apparition de lieux de travail qui sont adaptés à cette mobilité. Donc des cafés, par exemple, qui sont de plus en plus équipés du Wi-Fi, des hotspots qui sont présents même dans des parcs, des espaces de coworking, des accès donc, vraiment la vie est au en jour train le de jour. changer, ce que vous expliquez. Hein. Exactement. La vie en entreprise, des lieux de connexion un peu partout, dans les parcs, dans les mairies, des hotspots dans l'entreprise. La ville est en train de s'organiser autour de ces nouveaux nomades, en fait, quelque part. Tout à fait, autour de ces néo-nomades, tout à fait. Et alors la deuxième partie, donc c'est un peu paradoxal, mais c'est le développement de la non-mobilité, qui est également permis par la technologie, donc le fait qu'il y ait de plus en plus de plateformes collaboratives, qu'il y ait des systèmes tels que la visioconférence, la téléprésence qui se développent, et qui, là, ont pour objectif d'éviter les temps de transport d'une part, puisque les salariés, alors notamment en Ile-de-France, mais c'est aussi le cas dans toutes les grandes villes, se déplacent 1h30, 2 heures, 3 heures par jour, donc c'est des pertes de temps qui sont vraiment considérables dans les transports.
Et du point de vue environnemental aussi, on essaie d'éviter autant que faire se peut les déplacements de grande ampleur, par exemple en employant la téléprésence. Et là, on observe aujourd'hui le développement d'objets, mais qui vous semblent, en tant que IT, évidemment, vraiment de base, mais les webcams, la plupart des entreprises sont en train de distribuer des webcams à leurs salariés. Alors après, on peut imaginer qu'il y aura des objets plus spécifiques. Par exemple, je sais que l'année dernière, à l'IT for Business à Courchevel, il y avait les robots Ghostai qui étaient présents, donc qui permettaient de se déplacer à distance dans une entreprise, donc de visiter l'entreprise avec les petits yeux du robot. Le petit robot téléprésent, c'est un robot avec une webcam et un écran, et comme ça, on pouvait physiquement être dans un autre endroit. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, je dirais que l'influence de la technologie aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, c'est à la fois le développement de la mobilité et de la non-mobilité. Mais par contre, j'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'il y a un certain nombre de risques qui sont aussi liés au développement de ces technologies et qu'on observe de plus en plus dans les entreprises. Alors, par exemple, le fait que les cadres reçoivent de plus en plus d'emails, soient de plus en plus connectés, donc il y a une porosité très importante entre le travail la journée et le soir, c'est-à-dire que les gens travaillent éventuellement tard le soir, sont par conséquent stressés. On observe par exemple le phénomène d'attention disorder trait. Donc ce sont des cadres qui sont en général multitâches, qui reçoivent énormément de sollicitations, donc par justement tous les moyens technologiques qui existent à notre disposition, et qui du coup ont des troubles pour se concentrer. Typiquement, c'est le genre de situation qui peut aboutir à un burn-out. Et qu'est-ce qu'on observe sur ces cadres? Lorsqu'on fait une IRM de leur cerveau, on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes symptômes qu'un hyperactif, qu'un enfant hyperactif. Donc trop de sollicitations quelque part avec trop tous de ces objets, sollicitations, exactement. Trop de sollicitations. Exactement. Donc trop de sollicitations qui ont pour but à l'origine d'augmenter la productivité, finalement, ils nuisent profondément. Alors il y a quand même, je voulais venir rapidement sur le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo est aussi utilisé pour déstresser les cadres, notamment ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle la gamification, c'est de la ludification si on veut parler français. C'est donc utiliser les techniques du jeu vidéo pour la formation, pour la motivation des salariés. Vous pouvez nous donner quelques informations là-dessus ? Oui, clairement, je crois que c'est un phénomène très simple, c'est que quand on fait face, entre guillemets, à des éléments qui peuvent être un peu troublants, en l'occurrence quand on rentre sur de la formation ou de l'apprentissage, pour déstresser les personnes, on prend l'optique du jeu. Le jeu, par essence, c'est le propre de l'homme, on ose le croire, et qu'à travers ça, le jeu a permis de décomplexifier les gens par rapport à différents types d'appréhension de sujets. Et en l'occurrence, ça a souvent été le cas dans la partie informatique. Et si vous prenez même l'histoire du jeu vidéo, la raison pour laquelle le jeu vidéo a du mal à percer initialement, c'est que pour des adultes, il y avait une vraie crainte, un syndrome à toucher un joypad pour comprendre comment on jouait. Et effectivement, quand vous avez un enfant de 8 ans qui sait jouer, alors que vous, au bout de 2 heures, vous n'allez toujours pas comprendre comment ça marche, c'était relativement troublant. Donc le jeu a réussi à passer cet univers-là. La gamification permet effectivement de pouvoir former les personnes, leur apprendre des usages de manière relativement ludique, et maintenant, en fait, un des outils principaux qui permet de pouvoir former des cadres. Et ça se développe fortement à travers ce qu'on appelle le serious gaming, avec des vraies mises en situation qui permettent le développement de collaborateurs, avec en plus une approche résolument très collaborative. Alors, vous pouvez nous donner un exemple de comment on utilise un jeu pour motiver ou former Moi, j'en avais un, mais c'était pour des développeurs qui recevaient des badges à chaque fois qu'ils écrivaient une ligne de code. Ça, c'est pour le développement pur et dur. Et donc, il y avait le même système de points que dans Warcraft, ceux qui connaissent Warcraft. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Alors, ça s'est fait en serious gaming, par exemple, sur des approches très simples, c'est de faire en sorte de créer des situations avec des algorithmes en fait, de travail. Et quand les gens arrivent à contribuer avec une vraie capacité à pouvoir fédérer leurs collaborateurs, on crée à la fin une création, un univers qui sera récompensé par le nombre de personnes qui seront rentrées dans cet univers-là. Également, ici, un point important dans serious gaming, c'est la notion d'implication sur la partie médicale. Quand vous devez former des personnes, par exemple, pour leur apprendre le massage cardiaque, faites ça en entreprise pour aller masser votre secrétaire, je ne pense pas que ça passe très très bien, surtout dans des univers anglo-saxons. Si vous le faites dans une approche ludique, à travers un élément virtuel, la formation sera beaucoup plus pertinente et les gens sauront le faire de manière déstressée. D'accord. Donc ça évite quelques petits problèmes qu'il peut y avoir en entreprise. L'autre souci aussi, je voulais parler de comment on gère en entreprise tous ces objets connectés. Ça devient un problème parce que tout à l'heure vous parliez des cagettes, des flottes d'automobiles, éventuellement des capsules de café, pas des capsules mais en tout cas des cafetières, et les ordinateurs, les téléphones portables, ça commence à faire beaucoup ça. Comment on fait pour gérer cette complexité ? Je vous pose la question à tous les deux. Oui, je crois. Enfin,
Pour nous, c'est le vrai sujet. Pour les entreprises qui sont nos clientes, c'est le vrai sujet. Les statistiques sont assez simples. On est à peu près 5-6 milliards d'humains. Le nombre d'objets connectés sera de l'ordre de 50 milliards en 2020. Vous avez un ratio de 10 qui pourra encore évoluer. Donc vous voyez que, alors qu'on était habitué à gérer des téléphones, des PC, donc qui sont liés à nous-mêmes, donc de l'ordre de 6-7 milliards, 1 pour 1, là on passe à 10 pour 1. Donc ça c'est l'aspect massif. La deuxième chose, c'est que ces objets vont émettre en permanence des données. Et quand je dis des données, c'est pas seulement des données, c'est de la voix, c'est de l'image, c'est plein d'informations. Ces informations, ensuite, il faut les récupérer, donc il faut des réseaux puissants pour les récupérer. Ensuite, il faut les traiter, donc il faut des serveurs, il faut du stockage, il faut des applications. Et pour nos clients, c'est très important parce que dans cette masse à la fois d'objets et cette masse d'informations, il faut pouvoir avoir la technologie pour le faire. Cette technologie, elle existe, mais elle va être énormément facilitée par l'avènement des technologies de type cloud. Pourquoi ? Parce que, historiquement, on aurait dû construire une infrastructure complète pour gérer ces objets, alors même qu'on n'était pas sûr de leur déploiement. On n'était pas sûr qu'on aurait du succès avec une voiture communicante, avec un pacemaker ou autre. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces technologies pour pouvoir les gérer de manière efficace et d'éviter cette peur de l'entreprise que à la fois les données soient mal gérées, qu'elles soient correctement sécurisées et puis qu'elles soient pilotables à un coût économique donc moins cher en faisant moins cher, et donc l'application devient utilisable et simple pour l'utilisateur. Et Eric Carrel, vous fonctionnez déjà en mode cloud puisque j'imagine vos API on arrive directement sur votre serveur. Vous confirmez ce... Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais ajouter que pour toutes les entreprises qui sont fabricants de biens, qui vendent des biens physiques, je crois qu'il y a une vraie révolution, c'est-à-dire que hier, on vendait ce bien et on ne s'en occupait que de temps en temps quand il était en panne. Aujourd'hui ou demain, on va vendre des biens et continuer à en prendre soin pendant toute la durée de vie du produit. C'est-à-dire que si un produit vit 5 ans, vous allez suivre l'ensemble des produits que vous avez fabriqués pendant 5 ans. Ce qui est un ordre de grandeur qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, où grosso modo, on gère les produits qui sont dans notre chaîne de fabrication. Et donc là, on reboucle sur tout ce dont on parle depuis 2 jours, c'est les données, des données qu'on reçoit et que l'on peut exploiter pour vendre les prochains produits ou pour faire du CRM, par exemple. Alors, bien sûr, ça c'est une donnée essentielle qui est que ces données contiennent énormément d'informations et à partir du moment où les bases ont été anonymisées, on peut faire des traitements dessus et trouver de nouvelles corrélations qu'on n'avait pas imaginées. Alors c'est bien sûr important d'un point de vue marketing, c'est important d'un point de vue de gestion de la chaîne logistique, puisque un exemple très concret, aujourd'hui quand vous vendez un produit aux États-Unis ou un produit en France, vous devez le pré-personnaliser. Aux États-Unis, vous allez vous peser dans une autre unité que les kilos. Il est impensable pour un Américain de recevoir une balance qui est en kilos. Donc vous faites sortir de vos usines des produits qui sont différents. Grâce à l'objet connecté, vous pouvez faire sortir le même objet qui va s'auto-personnaliser lorsqu'il va se géolocaliser. C'est un exemple, mais qui bouleverse complètement la chaîne logistique. Ça bouleverse également complètement la chaîne de développement. La capacité que nous avons à corriger les problèmes de naissance de nos produits est bien plus forte qu'elle était autrefois. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on a commencé à sortir notre pèse-personne, on a été appelé par une personne qui était aux Pays-Bas et qui n'arrivait pas à recevoir son poids. On a compris qu'elle était sur un camp de nudistes aux Pays-Bas et que ce camp de nudistes était relié à Internet par satellite. Les liaisons satellites ayant un temps d'aller-retour beaucoup plus long, il y avait un petit paramètre à modifier dans notre stack. C'est parce qu'il était nu en fait. Hein. Au départ, je ne comprenais pas où est-ce qu'on voulait en venir avec le camp de nudistes. Donc c'est la liaison satellite et pas le camp de nudistes qui pose des problèmes. Exactement, mais c'est pour la petite histoire. Et donc ça a été corrigeable directement à distance sans qu'on soit amené à... Parce qu'on peut avoir cette voie de retour sur donc, d'un point de vue développement, d'un point de vue logistique, d'un point de vue marketing, d'un point de vue suivi après-vente, la connexion de l'objet change complètement la façon dont l'entreprise va travailler. Et également, comme on l'a déjà dit, d'un point de vue commercial, puisque ces partenariats que vous allez pouvoir établir avec les objets, bien sûr, vont donner de la valeur aux données que vous générez, mais ils vont également vous offrir des prescripteurs. Oui. Tous ces partenaires qui, aujourd'hui, sont interconnectés avec notre base, sont en fait nos vendeurs, nos prescripteurs, et ils adressent des clients qui sont pré-triés. Alors, je vais terminer avec vous, Cécilia, sur le problème de la relation vie privée, vie publique, vie professionnelle. Comment on va pouvoir gérer tout ça demain? Alors, c'est un peu rapide, je vous demande une conclusion là-dessus, mais à quoi il va falloir faire attention, justement, demain, avec cette hyperconnectivité? On a parlé de personnalisation qui va nous donner envie de
d'accepter que certains objets très personnels soient connectés, mais on a quand même ce risque de vie privée, vie publique, notamment on le voit tous les jours avec les smartphones. Oui, tout à fait. À quoi il faut faire attention demain ? Un des impacts, justement, alors par exemple, le télétravail qui est en train de se développer aujourd'hui en France, on le met en place en général pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée, en se disant que du coup, on va pouvoir aller chercher ses enfants à l'école le matin, etc. Le problème, c'est que ça a des impacts, justement, sur la porosité qui se fait entre les deux, et qui est de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est toléré d'aller sur Facebook pendant la journée ou d'utiliser son smartphone, voire peut-être même de jouer parfois pendant la journée au travail, et inversement, il y a énormément de cadres qui le soir en rentrant continuent de finir un dossier ou envoient un mail le week-end. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus une porosité qui est extrêmement importante, et pour ça il faut mettre en place des bonnes pratiques dans les entreprises. Donc c'est vraiment le fruit d'un dialogue entre le manager et le collectif de travail pour voir où sont les limites. Dans certaines entreprises, par exemple, il est interdit d'envoyer un email après une certaine heure. Et donc j'imagine qu'on peut mettre en place le même type de normes sur les objets connectés. Donc ça va être ça l'enjeu, commencer à régler les problématiques. On a parlé de sécurité tout à l'heure, on a parlé de fuite d'informations, parce qu'on parle beaucoup d'open data, on va prendre toutes ces données, les analyser. Attention, il faut faire attention. Séparer la vie privée, séparer la vie privée, protéger le citoyen, mais en même temps développer de nouvelles applications qui lui font plaisir, qui l'attendent et qui font du nouveau business. On vous remercie tous les 5.